Messieurs, vous le savez déjà, c'est l'heure à laquelle vous suivez Congo Debout Politique, cette émission qui donne l'opportunité, la chance aux élites de la République de réfléchir sur le problème qui hante la République démocratique du Congo, envie d'y apporter des solutions palpables, faisables dans les temps et dans l'espace. Alors, vous le savez déjà, nous choisissons pour vous un invité qui réfléchit pour le bienfait de la nation. Pour aujourd'hui, notre choix s'est tourné vers Tony Kelende, il est cadre à Nouvel Élan. Avec lui, nous parlerons d'actualité, mais aussi d'une thématique bien cadrée. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Madame Séraphine de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent à l'invitation que me lance la chaîne Ntingi Télévision pour décortiquer, épulser les questions d'actualité. Pourquoi pas donner des propositions, parce que nous ne pouvons pas aspirer à gérer la République lorsque nous n'avons pas une capacité de pouvoir émettre de propositions pour l'avancement de la République. D'après tout, le Congo, c'est notre dénominateur commun. Il nous faut aussi, au-delà de notre coloration politique, essayer de mettre le développement, mettre le redressement au centre de notre analyse. Je vous remercie, puis je souhaite une très bonne évasion aux différents téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup. L'actualité, déjà, c'est la motion de défiance contre Chéribin Okende qui était sauvée d'ailleurs de justesse. Cette motion a été rejetée par la majorité là-bas à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait que cette motion qui est née au fait des entrailles de l'Union sacrée pour la nation soit également euthanasiée par ses propres géniteurs? Merci Madame pour cette question. La question de la mention qui a été dressée contre le ministre des Transports, je pense que c'est une mention comme l'a si bien développé certains députés que je trouve jusque-là, ils ont gardé l'essence de l'honorabilité. Je cite Maître Délice Sanga et le professeur Jacques Joly. C'est une mention qui est alimentaire, qui a raté le cible. Pourquoi je le dis? Simplement parce que vous êtes sans ignorer que Monsieur Christopher, on l'appelle comme ça, Chéribin Okende. Oui. Voilà, Monsieur Chéribin Okende, il est membre du gouvernement de Sama Lukonde. Et qui dit gouvernance de Sama Lukonde dit, lui, dans le secteur de transport, il essaye d'implémenter la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo sous les orientations de Sama Lukonde. Mais malheureusement, nous constatons que depuis que Sama Lukonde il est à la tête de la République, il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui marche convenablement. La question de l'insécurité bat son plein. Il y avait des secteurs qui marchaient parce que vous parlez de Sama En fait, Lukonde. nous sommes en train de critiquer la gestion sous la gouvernance de Félix Tshisekedi. Kabila, il a fait son temps. Bon, il y a ça n'empêche pas de faire quand même de comparaison avec l'ancien régime. Effectivement, nous allons faire des comparaisons, mais permettez-moi de finir d'abord ma réflexion par rapport à la question qui m'a été posée ici. Je dirais que tout le secteur de la vie nationale ne marche pas. La question de l'insécurité jusqu'à nos jours continue à battre son plein. Nous avons une difficulté par rapport à leur programme de la gratuité de l'enseignement. Ils ont lancé le programme de 100 jours, ils ont lancé le programme de 145 territoires, Chilangelo, un site qui a été soldé par un échec patent. Comment est-ce que vous pouvez, à la place de pouvoir reprocher au gouvernement dans son ensemble, porté par le Premier ministre, vous puissiez prendre un secteur qui paraît ailleurs et est un secteur qui dépend de l'orientation du Premier ministre. Moi, je pense que ça a été une comédie de trop, de faire comprendre que l'Assemblée nationale a perdu sa vertu de pouvoir faire un contrôle efficient du gouvernement. Parce que le contrôle ne se justifie pas seulement par le fait de rédiger une note, de faire appeler un gouvernement, mais c'est être à mesure de pouvoir toucher le vrai problème qui ronge le secteur du transport, pourquoi pas le gouvernement dans son ensemble. Moi, j'aurais accepté que le pétitionnaire puisse faire une motion de censure contre le gouvernement pour permettre à ce que le gouvernement, le Premier ministre vienne répondre devant l'Assemblée nationale en termes de redevabilité pour savoir qu'est-ce qui bloque que tous les secteurs de la vie nationale ne puissent pas être bien implémentés. Vous estimez qu'il n'y a pas assez de failles dans ces secteurs des transports qui puissent constituer quand même une motion de défiance? Le faille existe partout, dans tous les secteurs. Effectivement, dans le secteur des transports, on ne peut pas commencer partout. Ils ont peut-être commencé par le ministère des Transports et les autres vont Ils ne peuvent pas commencer. Ils peuvent commencer partout par une mention de censure.
une motion de censure contre le gouvernement. Contre le gouvernement. Vous comprenez? Ils peuvent commencer par tout. Parce que le Premier ministre, c'est lui qui implémente la vision qu'incarne le président de la République sous dans un régime semi-présidentiel. Et avec toutes les tensions qu'il y a dans ces pays, vous pensez qu'une motion contre le gouvernement serait quand même une bonne idée? En effet, ça sera une très bonne idée. Si la mention, si le député de l'Union dite sacrée se sent en l'incapacité, pourquoi pas demander à M. Sama Lukonde de pouvoir démissionner? Lui et son gouvernement, ils doivent partir. Parce qu'ils ont démontré une mollesse par rapport à la gestion de la chose publique. Vous êtes sans ignorer qu'en en Angleterre, il y a la première ministre qui vient de démissionner. Qui vient de démissionner simplement pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu réaliser les assignations qu'elle s'était assignées lors de la prise de sa fonction en tant que Premier ministre. On va parler de la politique selon la culture africaine. Vous savez que les Africains ont du mal à démissionner, ça c'est partout, c'est à peu près comme une culture. Alors, je vais vous poser une simple question. Vous avez tendance à croire que tout change d'un coup de bâton magique. Vous n'avez pas la notion de processus. Parce que pour que la RDC change sensiblement, il faudrait quand même suivre un processus. Je pense que le gouvernement de Warrior s'inscrit justement dans ces processus pour apporter les changements en République démocratique. Le processus devait être dès l'entame de la nomination de M. Sama Lukonde. Parce que tous nous avons suivi lorsqu'il a été nommé, il a présenté un projet qui était ambitieux pour ce grand Congo devant la représentation nationale. Mais après, il fallait regarder le signe d'avant-coureur. Le 100 jours qu'il a passé à la tête de la République, aucun secteur a été impulsé. Alors pourquoi sont suffisants? En effet, le 100 jours, c'est partout dans le monde. Lorsqu'il y a un nouveau président de la République, un nouveau Premier ministre, il s'assigne 100 jours pour démontrer déjà les différentes réformes qu'il doit mettre en pratique. Question de faire comprendre à l'opinion publique ou bien à la population sa vision sur la gestion de la chose publique pendant son mandat ou son quinquennat à la tête de la République. Mais malheureusement, nous avons commencé avec le professeur Pepe Ilunga Kamba. Malheureusement, le professeur Elahi s'est noyé dans une comédie qui n'a pas avantagé le peuple congolais. Nous avons eu Sama Lukonde. Sama Lukonde, jeune qu'il était, nous tous jeunes, nous avons vu un lueur d'espoir, nous avons cru, au-delà du fait que nous n'appartenons pas dans la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons cru que Sama Lukonde aurait quand même une politique de pouvoir se dissocier avec le velléité du passé, mais malheureusement, Sama Lukonde, il est resté dans la même optique, je peux dire même, il fait pur que Sama Lukonde, il fait pur que Ilunga. Voilà. Et par voie de conséquence, nous considérons que Sama Lukonde, il est en train de passer ensemble avec Tshisekedi Tshilombo leur stage au niveau de la tête de la République. Et ce stage est déjà presque à la fin. J'ose croire qu'en 2023, le peuple comprendra que tous les secteurs de la vie nationale ne fonctionnent pas d'une manière idoine et nous devons rompre avec le tshisekedisme pour embrasser une nouvelle alternative. Je vous retiens un peu, il faut rompre avec le tshisekedisme. Nous avons connu de tels discours pendant que l'IDPS était dans l'opposition. Ils ont fait croire à la nation qu'une fois au pouvoir, tout changera. Aujourd'hui, on voit les contraires. Vous tenez les mêmes discours. Est-ce que vous ne craignez pas que cela se retourne contre vous lorsque vous serez enfin au pouvoir? Je suis très à l'aise de répondre à cette question. Pourquoi? Simplement parce que j'appartiens à une famille politique qui est sous le parrainage, si je peux dire, sous la bénédiction d'un monsieur qui a géré ce pays, Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu a trouvé ce pays... Qui a pris soin de citer quelques réalisations qu'il a faites. En effet, j'en arrive, madame. Adolphe Muzitu, premièrement, s'il faut parler de budget, il a trouvé un budget de la République démocratique du Congo de 800 millions de dollars. Il a laissé ça 4 milliards de dollars. Il a trouvé que la République démocratique du Congo avait une dette externe et interne exorbitante. Il a payé le dette externe, il a payé le dette interne. Adolphe Muzitu, en tant qu'ancien Premier ministre à l'époque, il a eu à solliciter le contrôle de des institutions internationales qui sont bien habilitées à pouvoir tracer la fiabilité dans le dépense publique. Je cite le FMI et puis la Banque mondiale. Donc les deux institutions de Bretton Woods, ils étaient ici en République démocratique du Congo, ils ont travaillé ensemble pour constater la bonne gouvernance qui régnait pendant la période d'Adolphe Muzitu. Au-delà de ça, la question sécuritaire à l'est de la République. Adolphe Muzitu, il est parmi les rares premiers ministres qui s'est dépêché lui-même, personnellement,
avec tout le risque qu'il y avait, pour descendre là-bas. Question de pouvoir mobiliser, de pouvoir motiver nos soldats qui étaient au front pour combattre les ennemis. Et Adolphe Mouzitou n'a pas laissé le groupe rebelle et le milice que nous connaissons actuellement. Au-delà de ça, Adolphe Mouzitou, il a majoré le salaire de magistrat, le salaire de professeur d'université. Mais c'est presque le même discours que tient maintenant les défenseurs. Écoutez, le défenseur, oui. Moi je peux vous donner le chiffre. À l'époque, le professeur d'université, il était payé à moins de 250 $. Il a laissé à 1500 $. Et la gratuité. Et la gratuité de l'enseignement. Une gratuité de l'enseignement, certainement, là il faut être sincère, la gratuité de l'enseignement à notre époque n'était pas une priorité d'Adolphe Mouzitou parce qu'il avait trouvé le pays déjà dans un gouffre monumental. Il était question pour lui de pouvoir chercher de secteurs stratégiques pour essayer de faire monter le Congo, de développer le Congo. Et nous sommes dans la continuité de l'État. Je crois que lorsqu'il a laissé le gouvernement, le premier ministre qui ont succédé, aucun d'eux a fait de record que Adolphe Mouzitou a fait, parce qu'il a fait que 3 ans et 8 mois à la tête de la primature, son résultat a été patent. Et le gouvernement Tshisekedi, on doit le dire, le gouvernement Tshisekedi a coutumé de dire... qu'il y a quand même un bilan qui puisse être positif, parce qu'il y a quand même des changements palpables, notamment la gratuité de l'enseignement, le budget... La question de la gratuité de l'enseignement, c'est une question qu'il faille le dire... C'est de quoi s'en enorgueillir quand même. Il faut le dire avec beaucoup de sérieux, madame. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas Félix Tshisekedi Tshilombo, en fait, je peux le dire, c'est Tshisekedi Tshilombo qui a rendu ça national. C'est constitutionnel, mais constitutionnel a rendu ça national. Mais cependant, il faut regarder. Lorsqu'il y a le système de la gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire, vous avez besoin que le taux d'accès des enfants à l'éducation puisse s'accroître. Qui dit accroissement, dit il faille que nous puissions au préalable avoir un nombre suffisant d'écoles, de bâtiments, de locaux qui doivent abriter ces enfants. Le traitement de professeurs doit être amélioré. Imaginez, moi, un enseignant qui enseigne du lundi au samedi, voire même au vendredi, les enfants des autres, mais je suis incapable de pouvoir payer à mes enfants le frais académique dans d'autres universités. Incapable de pouvoir nourrir, de pouvoir habiller mes enfants, de pouvoir traiter au cas où il y a la maladie. Comment est-ce que je pourrais avoir l'âme de bien enseigner les enfants des autres? C'est ainsi que nous sommes en train de dire. C'est bien de pouvoir concevoir l'idée de la gratuité de l'enseignement, une idée que nous applaudissons, mais il y a des mesures d'accompagnement qui pourront implémenter cette vision afin que le corps enseignant, le professionnel de la craie blanche, puisse se retrouver dans leurs domaines respectifs. Mais on dit maintenant qu'il y a quand même équitabilité, comme on l'a dit. Je crois que c'est une parenthèse que je veux vite refermer parce qu'il y a à boire et à manger dedans, mais quand même, il y avait des enseignants qui touchaient plus que les autres. Maintenant qu'on fait de toutes les manières que ça soit un peu équitable, est-ce que cela n'est pas alloué? Les efforts, que tous les enseignants soient traités de la même manière parce qu'ils font le même travail. Les efforts de l'équitabilité du traitement salarial est un point que nous sommes en train d'encourager. Mais le plus important, ce n'est pas avoir le même traitement. Moi, je pense que le plus important, c'est de pouvoir amener ceux qui étaient maltraités, mal rémunérés, qu'ils puissent être à la hauteur de ceux qui étaient bien rémunérés. Ici, nous avons... Il ne faut pas trouver un juste milieu, mais il faudrait le ramener vers... Pourquoi je le dis? Simplement, vous venez de poser la question du côté où nous avons vu Félix Tshisekedi Tshilombo accroître le budget, parce qu'hier nous étions à 4 milliards, aujourd'hui nous sommes aux environs avec une projection de 14,6 milliards de dollars, mais le traitement des enseignants n'a pas changé ostentatoirement. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le 30 000 francs qu'ils ont eu à ajouter aux enseignants, ou les enseignants de collège Boboto, permettez-moi de citer, et d'autres institutions qui étaient en corrélation avec l'Église catholique, qui, hier, ils touchaient 1 000 $, 900 $, ouais. Mais aujourd'hui, ils les ont rabaissés. Jusqu'au point où ils commencent à toucher 230 000 francs congolais.
est-ce que vous pensez que c'est mieux le peuple congolais arrive à sentir la majoration de ces budgets? Moi, je pense que le mieux, c'était... Parce que le peuple congolais ne manque pas l'argent. Le peuple congolais ne manque pas de politique publique de pouvoir accroître le budget. Et comme nous avons l'accroissement du budget, pourquoi pas accroître le salaire? Nous devons avoir une conséquence logique. Et parmi cette conséquence logique, c'est l'accroissement du budget des enseignants, l'accroissement du budget le solde de soldats, l'accroissement de salaire de fonctionnaires. Parce que c'est que nous sommes en train de constater, il se passe à la télévision, effectivement, pour parler de bienfaits de la gratuité de l'enseignement, mais si le corps enseignant n'arrive pas à sentir cet impact de réforme que Tshisekedi Tshilombo porte dans le secteur d'enseignement, moi je pense que cette gratuité risque d'être une comédie, une farce de mauvais goût. Voilà, je pense qu'il y aura toujours des insatisfaits. Il n'y aura pas toujours des insatisfaits, madame. C'est le peuple congolais qui est bénéficiaire de l'action gouvernementale. Moi je suis en train de relayer le souci que le peuple... Je ne suis pas moins peuple congolais que celui qui nous regarde à la télévision. Il est certainement difficile que Tshisekedi soit apprécié à l'unanimité. Il y aura toujours des insatisfaits qui continuent à se plaindre, qui vont continuer à se plaindre, allais-je dire. Alors, on va parler d'Adolphe Mozito, parce que vous l'avez tellement cité que ça m'a inspiré. Il a bouclé sa tournée au Grand Bandundu après avoir observé de près le conflit qui oppose les peuples Yaka au Téké. Il propose des pistes de solutions, parmi lesquelles je vais retenir une seule, la titrisation des terres. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de la Constitution qui dit que les terres et les sols et les sous-sols appartiennent à l'État? Quand on attribue des terres à certains chefs, est-ce que cela n'est pas contre la loi? Merci madame pour votre question. Une question pertinente. Effectivement, en République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février, telle que modifiée par la loi de 2011, pose le principe de l'exclusivité du sol et du sous-sol à l'État. Et cette volonté, ça a été une volonté primée depuis la loi Bakajika. Mais cependant, Adolphe Mozito s'installe à une dimension réformiste. Nous sommes dans la logique de pouvoir avoir de réformes. Parce qu'aucune république au monde se gère avec des lois qui sont devenues désuètes. Il faudrait que nous puissions adapter nos lois à la réalité. C'est même la dimension de l'anthropologie judiciaire. Mais cependant, nous constatons que la loi Bakajika, jusqu'à nos jours, a été même constitutionnalisée pour que le chef coutumier soit dépossédé de droits sur le sol et le sous-sol. Mais dans la pratique, malheureusement, nous constatons que jusqu'à nos jours, nous continuons d'acheter le sol chez le chef coutumier. Même à Kinshasa, ça s'est fait. En effet, je prends Matadi Kibala et puis Kinkole. Je prends. Si vous partez, vous procurez le terrain là-bas, vous allez vous rendre compte que ce sont des chefs coutumiers. Et comment est-ce que nous pouvons rester dans cette utopie où le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, alors que dans la pratique, c'est plus les chefs coutumiers qui vendent le terre. Et certes, l'État intervient pour essayer de donner les titres à ces différents acheteurs, mais cependant, il y a une certaine limite. C'est ainsi qu'Adolphe Mozito, dans cette dimension réformiste, il a bien voulu de pouvoir, pourquoi pas, lancer un débat. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez bien, ce qui se passe aux côtés de Kwamutu, dans le Grand Bandundu, c'est simplement parce que ce conflit est alimenté sur base de terre. Et il faudrait que l'État congolais puisse réfléchir comment nous pouvons donner le titre de propriété à ces différents chefs de terre. Est-ce que dans sa proposition, il a pris soin de qualifier les gens qu'il appelle chefs à qui on doit donner ces titres-là? En effet, le chef coutumier, sont les autochtones. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des chefs coutumiers qui sont contestés, qui auraient moi, je pense que des moyens abusifs là. Est-ce que ça ne va pas encore susciter d'autres débats? Je disais que je pense que les débats de certains, de connaître la véracité de tel chef ou tel autre qui est propriétaire de terre, n'est pas un débat que
nous pouvons mettre à la place publique, c'était un débat interne de la légitimité. La légitimité de ce groupe ou de ces territoires qui reconnaît l'autorité à telle famille régnante, et c'est la dite famille qui doit avoir le titre de propriété par rapport au terre. Je vais reformuler ma question. Ma crainte, s'il faut que je dise ça comme ça, ma crainte est que ceux qui n'auront pas ces titres, leur mécontentement, seront mécontents justement. Est-ce que ces mécontentements ne seraient pas à la base d'autres conflits? Parce que maintenant, là, qui n'ont même pas de titres à proprement parler, ils se disputent déjà. Alors, les mécontents de la titrisation... Moi, j'avais bien voulu que vous me laissiez d'abord le temps que je puisse expliquer la bien fondée de la titrisation et puis vous démontrer que votre quinte mérite son pesant d'or, mais c'est aussi le rôle de l'État. L'État a le rôle de pouvoir faire un monitoring, de pouvoir lister le vrai chef de terre qui doit avoir, cette qualité de chef terrien. Mais si nous laissons dans une hypothèse où on donne des chefs de terre qui n'ont pas qualité, soyons sûrs que nous allons continuer dans cette même rupture, dans cette même situation de conflit. Mais cependant, s'il faille revenir en arrière pour démontrer le bien fondé. Le bien fondé de la titrisation permettra à l'État non seulement de pouvoir avoir le développement dans l'arrière-pays. Parce que vous êtes sans ignorer, votre chaîne, c'est une chaîne de terrain. J'ose croire que vous avez déjà fait le tour dans l'arrière-pays. Vous allez vous rendre compte que nous subissons une situation de la pauvreté exécrable. Au point que les différents chefs coutumiers, si ils n'arrivent pas à booster leur terre, c'est simplement parce que ils n'ont pas le droit de l'État de pouvoir conclure avec certains étrangers qui viennent pour exploiter notre terre. Je prends l'exemple de la partie est de la République. Si tous nous connaissons que la province, le Grand Katanga, dans son ancienne configuration, est béni d'une richesse minière. Oui. Si nous reconnaissons cette délivrance de titres au chef coutumier, le chef coutumier, non seulement il va se constituer comme un entrepreneur, une personne qui sera à mesure de pouvoir tisser un lien direct avec les gens qui viendront pour pouvoir exploiter la terre, et l'exploitation de la terre sera en quelque sorte une manière de pouvoir répartir d'une manière ex-aequo. Parce qu'ils viennent avec l'apport en industrie. Nous avons en nature qui est notre sol. Alors, lorsqu'ils viendront avec leur industrie extraire le produit minier, extraire tout ce qui se trouve dans notre sous-sol, il y aura une répartition équitable, et le chef coutumier là, il s'est constitué comme celui qui doit booster le développement dans l'arrière-pays. Et c'est ainsi que vous allez voir que nous aurons facilement des routes qui vont entrer, nous aurons de bons bâtisses qui vont abriter des institutions de la République. Nous devons quitter dans cette conception de considérer que le chef coutumier a nganga kisi. Mutumora alatara lingwanda, alati chapeau la mutu. Le chef coutumier peut constituer aussi le développement. Si vous regardez, s'il faut faire une lecture comparative, le Nigeria. Jusqu'aujourd'hui, le Nigeria, ils reconnaissent l'autorité coutumière. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que le Nigeria, c'est un État fédéral où il y a de petits États à l'enceinte du Nigeria. Pourquoi? Au-delà de la modernité que l'Afrique est en train d'atteindre, mais ils ont resté cette configuration, ils ont laissé cette configuration de valeur coutumière, de reconnaître l'autorité coutumière, simplement pour essayer de permettre à celui qui est à la tête d'un territoire, d'un district, etc., de pouvoir booster le développement à la base, de conclure le contrat avec ceux qui viennent exploiter nos terres pour permettre que la République puisse aller de l'avant. C'est un peu dans cette configuration que nous nous lançons, mais au-delà de ça aussi sur le plan de la sécurité. Imaginez, vous, aujourd'hui, vous êtes chef d'un territoire. Vous allez faire respecter l'intégrité territoriale de votre espace où votre pouvoir s'étend. C'est-à-dire, tout celui qui viendra avec l'idée de pouvoir s'accaparer d'une partie de votre territoire, vous serez à mesure de pouvoir non seulement monter de gens qui vont le repousser. Parce que, nous devons le dire, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Et notre superficie
fait en sorte que ceux qui sont au pouvoir central, ceux qui dirigent ici, à partir d'ici, à Kinshasa, ne connaissent pas la réalité qui se passe là-bas, ne connaissent pas le va-et-vient, les allers-retours qui se font avec le pays limitrophe. Voilà. Et par voie de conséquence, nous, en tant que peuple, nous devons faire de notre mieux pour permettre à ce que, non seulement nous devons décentraliser l'autorité de l'État, mais aussi permettre à celui qui aura le pouvoir sur les terres d'avoir la capacité de pouvoir imposer non seulement le respect sur la partie où il exerce son pouvoir, mais également de booster les développements. C'est un peu dans cette perspective que Adolphe Moussouditou s'inscrit. C'est un débat qui nécessite la révision de la Constitution, réviser aussi la loi qui consacre l'exclusivité du sol et du sous-sol à l'État congolais. Cette proposition, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est quand même une piste de sortie, mérite d'être remise sur table maintenant, alors que le pays est confronté aussi à plusieurs problèmes. Est-ce qu'il faudrait penser à la révision constitutionnelle à partir de cette... Moi, je pense que c'est un débat. Nous sommes dans une année, si je peux le dire, 14 mois de élections. Et chaque parti politique a pour force maintenant l'élaboration de son projet de société, de son programme. Et nous, parmi le point phare de notre programme, c'est la titrisation de terres. Okay. Et nous pensons que nous sommes en train de communiquer sur ça, de tenir des conférences avec les autorités coutumières, avec la société civile, avec les élites, avec toutes les couches de la République démocratique du Congo, afin de communiquer notre pensée quant à ça, pour permettre à ce que lorsque nous serons élus, que ce soit au niveau de la tête de la République, ou bien lorsque nous aurons la majorité au sein de l'Assemblée nationale, nous puissions réviser la loi, réviser la Constitution pour implémenter l'idée que nous avons conçue pendant cette période préélectorale. Voilà. Donc c'est une idée que nous lançons. Nous pensons que nous ne sommes pas dans une logique de pouvoir l'imposer. Nous sommes en train de partager, de discuter avec toutes les couches, comme je venais de citer tantôt, permettre à ce qu'ils intériorisent cela pour que la République démocratique du Congo, nous puissions quitter dans cette façon de voir les choses archaïques pour essayer de libéraliser le terre, afin qu'il y ait une nette collaboration entre les chefs coutumiers et les autorités je dis les chefs coutumiers et les autorités étatiques, je cite le gouvernement central. Et cet mixage dans la collaboration permettra le développement sur le plan endogène. Voilà, ça me fait penser rapidement à cette proposition de loi où l'honorable Ntsingui Pouloulou parlait de la gestion à la base, c'est-à-dire il faudrait tenir compte de petits citoyens, comme on les appelle, mais du moins, ce sont eux qui vont permettre à l'État congolais de bien gérer. Donc, il a parlé notamment des chefs des rues. Je crois que les chefs coutumiers vont aussi entrer dans cette allure-là. Alors, on va parler situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 ont promis de réagir farouchement suite au refus que le gouvernement congolais a fait dans leur demande justement d'un dialogue. Alors, ils ont promis de faire mal, encore mal qu'au début. Alors, vous êtes de cet avis qu'il faudrait négocier avec le M23 ou il faudrait répliquer à leur attaque? Je suis de l'école souverainiste, une école qui pense que sur la question de l'intégrité territoriale, nous ne pouvons pas négocier avec l'ennemi. C'est très important de le savoir. Nous avons dénoncé dans les différentes même chaînes. Pas au nom de la paix. Nous avons effectivement, afin de au nom de la paix, au nom de la paix, nous pouvons discuter, mais discuter avec qui? Nous ne pouvons pas discuter avec ceux qui alarment la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce matin, à Mayoba, dans la partie est de la République, on a tué plus de 5 enfants. Le M23 ont bombardé à Rutshuru. Un enfant a été... Cette bombe a troué le ventre d'un enfant. Oui. Alors, déjà, vous pensez que cette situation exécrable, insupportable, nécessite que nous puissions répondre à la métendue du M23. Pour éviter qu'il y ait encore d'autres bombardements, par exemple. Et les négociations en République démocratique du Congo avec le M23 sous la gestion de Félix Tshisekedi ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons dénoncé les différentes discussions que Tshisekedi a prises avec les différents rebelles. Hier, nous étions dans les supputations, madame,
que la République démocratique du Congo a été attaquée par le Rwanda. Mais aujourd'hui, nous avons la nette certitude, la précision, que c'est le Rwanda qui agit en arrière-plan de M23. Comment est-ce que Tshisekedi Tshilombo, il a accepté de sillonner partout pour discuter avec le rebelle qui alarme son peuple? Nous avons qualifié cela de l'incompétence dans la stratégie de résorber cette question de l'insécurité. Il a pris cette position que vous considérez de nouvelle, de pouvoir bombarder, de pouvoir attaquer. Oui, attaquer, mais avec qui à la tête de chaîne de commandement? La République démocratique du Congo demeure l'unique pays au monde où, lorsqu'on nomme une personne à la tête de l'armée, non seulement il chante Fati na Fati, béton à béton, mais également comment on dit, hein? Il sabre le champagne. Il jubile. Il jubile. Comment est-ce que nous pouvons mettre des personnes qui aiment leur propre vie plus que l'État à la tête des différents commandements de la République? C'est quand même de hautes responsabilités. Déjà, effectivement, il faudrait pouvoir réfléchir froidement, ficeler la stratégie militaire pour que cette question de l'insécurité qui a gangréné notre pays il y a plus de 22 ans, puisse soit résorbée. Mais malheureusement, nous avons constaté sous Tshisekedi Tshilombo non seulement de nominations à caractère tribal, mais le bénéficiaire de ces nominations, ils sont en train de jubiler. Ils sont en train de s'apprêter le champagne, simplement parce qu'ils considèrent que cette question... Permettez-moi de dire, madame, c'est très important. Parce qu'ils considèrent que le fait de pouvoir bénéficier de ces postes, non seulement ça sera pour servir la République, d'ailleurs ça ne sera pas pour servir la République, mais ça sera pour enflouer leurs poches. Et je suis écœuré de constater, parmi ces différentes nominations, il y a un ancien rebelle, qui je ne citerai pas son nom, de peur que je puisse être bénéficiaire de je me retrouve à Maloko. Qui s'est quand même repenti. Repenti comment? Mais lorsqu'on a été contre son État, et on se retrouve aujourd'hui nommé, vous ne pensez pas que demain peut-être il y aura un coup d'État? Peut-être il y aura un putsch? Peut-être il y aura une forte rébellion qui sera faite maintenant avec nos propres militaires au sein de l'armée. Moi, je considère que le vrai débat devait être le débat de pouvoir penser sur une stratégie militaire idoine, de faire la guerre contre le Rwanda, parce que nous l'avons dit dans notre tribune avec Adolphe Muzitu, de faire la guerre contre le Rwanda, parce que les supputations ont fini, aujourd'hui nous avons la certitude, et cette certitude doit nous pousser, doit nous interpeller, de prendre nos responsabilités. Un État qui a besoin de pacifier toute l'étendue de son territoire national, essaye de s'armer, de bien traiter le militaire, d'avoir de stratégies militaires idoines pour que cette question soit résolue. Non, c'est lancé dans des nominations fantaisistes qui n'enlèvent pas l'infiltration qui règne dans notre État. Placer la charrue avant le bœuf pour débuter une guerre contre le Rwanda, alors que nous déplorons même la qualité de notre armée. La qualité de notre armée, il a été reconnu sur le plan mondial que les M23 ont quand même un armement un peu sophistiqué et moderne. Alors, nous avons quel armement et puis quelle qualité de l'armée pour enfin nous prononcer capables de faire la guerre au Rwanda? Madame, vous avez raison de dire ça, mais en tant qu'État, qu'est-ce que nous devons faire? Dans l'entretemps, c'est la population qui meurt. Très bien, vous avez posé le problème et vous avez répondu à la question. Moi, permettez-moi d'être laconique quant à ça. Lorsque nous constatons que le M23 a un armement qui n'est pas comparable à un groupe rebelle, mais plutôt une armée régulière. Une armée, voulais-je dire, régulière. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant que dirigeants, nous devons prendre nos responsabilités? Est-ce que nous devons sillonner le monde pour pleurnicher dans les différentes chaînes? Ou nous devons chercher le président français pour appeler M. Kagame, prendre le selfie avec? Ou nous devons mettre le mécanisme pour que nous puissions armer nos militaires? Parce que la République démocratique du Congo, sur le plan de l'effectif militaire, même sans armes, si nous nous décidons aujourd'hui, nous pouvons envahir le Rwanda, voire même annexer le Rwanda, que ça devienne une province de la République démocratique du Congo. Mais cependant, respectuer du droit international. Respectuer, c'est une nuance. Respectuer du droit international, nous ne pouvons pas le faire. Mais cependant, nous devons quand même prendre de mesures idoines pour combattre, bien équiper notre armée, bien traiter notre armée sur le plan de solde, permettre à ce que le militaire qui est au front soit motivé sur le plan moral, qu'il ne soit pas là en train de penser comment sa femme est à chasser dans une maison où il est locataire, comment sa fille est en train de mourir sans soins médicaux.
il doit être à mesure de pouvoir prendre ses responsabilités. C'est ainsi que nous avons dit. Certes, il y a eu une majoration sur le plan de budget, mais cependant, ces budgets, pourquoi pas enlever même 2 milliards de dollars pour essayer d'ajouter dans le budget de l'armée pour permettre que le salaire soit haussé, pour permettre à ce que, également, que nous puissions avoir un nouveau armement pour tenir tête. Parce que nous constatons que l'armée de M23, ou bien l'armée rwandaise par le biais de M23, est en train d'opérer d'une manière tragique, au point que ce sont nos concitoyens qui sont en train de mourir matin, midi, soir, sous les silences radio de Tshisekedi Tshilombo, qui prend le plaisir d'inviter Kofi, d'inviter les autres politiciens, manger matin, midi, soir, tout en sachant que la partie est de la République est en délire. Ce n'est pas anticonstitutionnel quand même. Ce n'est pas anticonstitutionnel, mais on doit quand même avoir une posture républicaine. Lorsque vous gérez une République qui est matin, midi, soir attaquée par votre ami et frère Kagame, ce n'est pas commencer à prendre des photos avec des artistes musiciens. Nous constatons que l'esprit de la gestion orthodoxe de la République n'est pas le fort de ceux qui gèrent la République actuellement. De la situation sécuritaire dans insouciant même, c'est bien. Il sabote ça. Est-ce que c'est pas un citoyen, c'est pas un être humain qui a quand même droit, malgré tout ce qu'il y a, de se détendre? Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui mangent quand même, qui peuvent aller au boulot. Madame, il ne faut pas minimiser le fait de perdre. Imaginez de perdre de concitoyens à l'est de la République. Oui, mais c'est là. Imaginez quand vous êtes là, vous rentrez à la maison, vous trouvez votre tendre époux et votre enfant adoré mourir. C'est la situation qui se passe régulièrement à la partie est de la République. Une maman qui était partie au champ, elle rentre à la maison, elle trouve son enfant, sa famille qui n'ont pas de vie. Un monsieur qui est obligé de coucher avec sa fille. Permettez-moi l'expression. Allez-y. Un enfant obligé de passer l'acte sexuel avec sa mère. Tout ça, ce sont de cruautés qui se passent dans la partie est de la République. Comment est-ce que vous, en tant que gestionnaire de la République, vous devez vous lancer dans l'amusement, dans le festoiement? C'est au-delà de la rationalité. Moi, en tant que concitoyen, en parlant même, vous constatez comment je suis en train de bouger la table de votre studio. Ça prouve à suffisance que je suis touché au plus profond de moi. A fortiori, c'est lui qui s'est dit être président de la République. Comment est-ce qu'il peut être touché par rapport à cette situation? Mais malheureusement, Félix Tshisekedi Tshilombo, il joue à la sourde oreille. C'est ainsi que nous, en tant que patriotes, en tant que républicains, nous sommes en train de dire à ce peuple meurtru de prendre patience. Tshisekedi Tshilombo, il est déjà à la fin de son mandat. En 2023, nous allons récupérer le pouvoir avec Muzito à la tête de la République pour résorber cette situation d'insécurité qui gagne le pays il y a de cela beaucoup d'années. Voilà, on va entrer à la deuxième partie. Je ne sais pas s'il me reste combien de minutes, la réalisation va me faire signe. Alors, on va rentrer rapidement à la deuxième partie. Vous allez récupérer ces pays en 2023 avec Adolphe Muzito et Lamuka alors, parce que vous n'en avez pas parlé. Merci madame, moi je suis le porte-voix de Nouvel Élan, communicateur de Nouvel Élan, c'est-à-dire je me concentre à parler et à vendre mon leader politique. Mais vous êtes de la non seulement parce qu'il a un passé glorieux, par rapport à la gestion de la République, mais également parce qu'il s'est caractérisé par des propositions idoines qui peuvent faire sortir la République démocratique du Congo dans cette comédie que le régime en place est en train de nous noyer. Je parle de Lamuka, s'il me soit permis de parler de Lamuka. Jusqu'à nos jours, au Nouvel Élan est membre de Lamuka. Le leader, il est membre du présidium. Et Lamuka se porte très bien. Nous venons de faire notre passation du pouvoir. On va parler de et actuellement, c'est M. Fayoulou qui est le président du présidium de Lamuka, ou le coordonnateur, voilà, le coordonnateur en exercice de Lamuka. La relation entre les deux leaders, c'est une relation, dans toute la famille, il y a toujours un problème. Et ce problème ne peut pas nous amener directement à pouvoir casser Lamuka. Mais est-ce que cela ne fragilise pas Lamuka? Et cette divergence, j'avais bien voulu que vous me posiez la question, cette divergence vient d'où? Cette divergence vient au niveau de la perception je me tiens de au fait d'abord. Voilà. Certainement, le fait de la fragilisation de Lamuka, Lamuka ne peut pas être fragilisé parce que Lamuka appartient au peuple. C'est le peuple qui a choisi le candidat de Lamuka par le biais de leur leader à Genève. Et ce peuple a constaté que le dit candidat
non seulement il a perdu la rationalité en termes de combat politique de la souveraineté, ou mieux, de la vérité des urnes, pour s'associer avec ceux qui ont eu à placer M. Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République, je cite Joseph Kabila. Aujourd'hui, Martin Fayulu, il faut le dire, je le dis sans pince ni rire, a trahi ce combat. Et le peuple congolais a constaté que Martin Fayulu, aujourd'hui, ne joue pas le jeu franc. Il a détourné la rationalité. La rationalité, c'était quoi? D'être dans une plateforme de résistance qu'on appelle la Mouka. De militer pour que nous puissions aller aux élections. Avoir de réformes substantielles. Avoir à la tête de la Cour constitutionnelle un président, voire même la composition de la Cour constitutionnelle, de juges qui seront redevables au peuple, non à un individu. Un combat que nous avons initié. Nous avons initié de marche qui a fait le carton sur toute l'étendue de la République. Avec une représentation majoritaire de Nouvel Élan. Dans la rue, malheureusement, M. Fayulu, après cette marche, après la meeting que nous avons tenu au niveau de Ndjili, Fayulu a cru que cette popularité était à sa personne. Il a oublié que le peuple ne voyait pas Fayulu en tant qu'individu, mais voyait la confiance qu'a donnée à la Mouka. Mais sur base de ça, M. Fayulu a perdu le pédale pour lancer l'appel au bloc patriotique. Et dans ces blocs patriotiques, curieusement, laissez-moi madame vous dire, se retrouvent les kabylistes qui ont travaillé pour que Tshisekedi soit à la tête de la République. Si le Congolais ne sont pas dupes. Le Congolais sache que... Le Congolais sache que... Permettez-moi de le dire. Fayulu c'est qui? Fayulu c'est un citoyen congolais. S'il se méconnaît, il se mécomporte, nous devons lui remettre dans le rail. Ça sent la séparation. Ça sent pas la séparation, ça sent le côté patriotique. Nous n'avons pas froid aux yeux de dire à monsieur comme Fayulu que nous avons fabriqué de toutes pièces, qu'il est en train de mal travailler, il est en train de mal jouer le jeu. Parce que la carte, ce n'était pas que lui, il puisse appeler C de l'FCC pour que nous puissions combattre monsieur Tshisekedi Tshilombo. Nous avons combattu Kabila. Et nous avons cru qu'il y aura une alternance qui sera crédible à la tête de la République. Kabila nous a imposé par voie de la CENI, par voie de la Cour constitutionnelle, un monsieur comme Tshisekedi Tshilombo, qui est incapable de pouvoir travailler, ne serait-ce que même pendant 6 mois. 6 mois d'ailleurs, c'est beaucoup. 6 jours pour l'intérêt de la République. Mais voilà, Fayulu, il ouvre grandement ses mains pour embrasser Kabila, pour dire je t'ai pardonné, viens, on va combattre Tshisekedi. Comment est-ce que nous sommes chrétiens? Comment est-ce que nous pouvons nous associer au diable tout en combattant les démons? Le diable, c'est lui qui envoie les démons de venir nous envoûter dans nos vies. Kabila, c'est un frère. De s'aimer la terreur dans nos vies. Ce n'est pas un ennemi, c'est un frère. Il est frère en tant que Congolais. Il est frère en tant que Congolais. Il est frère en tant que Congolais, mais par rapport à la question de la République, Kabila, il est le Satan de la RDC, si je peux le dire. C'est le diable du Congo. Si aujourd'hui le Congo n'arrive pas à décoller, c'est parce que Kabila, il a eu à gérer ce pays. C'est parce que Kabila nous a imposé Tshisekedi, un monsieur sans vision, sans leadership convaincant. Comment est-ce que nous pouvons aller embrasser Kabila pour penser que Kabila aujourd'hui est devenu le saint qui a la recette magique de pouvoir débloquer les différentes irrégularités dans le processus électoral. Voilà. C'est ainsi que nous restons constants dans ce que nous sommes en train de dire. Monsieur Martin Fayulu doit revenir à la raison. Sinon, la convention de la Mouka. Sinon, la convention de la Mouka doit constater l'auto-exclusion de monsieur Martin Fayulu au sein de la Mouka pour que nous continuions ce combat nous-mêmes, afin qu'en 2023, nous puissions avoir la victoire finale que monsieur Adolphe Mouzi va diriger la République pour l'avancement ou voire même le développement de la RDC. Élection 2023, Fayulu n'est pas moindre en ce qui concerne la popularité. Ah bah écoutez, nous connaissons le plein. Nous connaissons le écoutez, le plein. Nous connaissons le plein. Le plein que vous êtes en train de voir à la télévision, c'est la caméra. Lorsque vous filmez comme ça, nous connaissons même comment on oriente la caméra pour démontrer qu'il y a de plein. Il ne faut pas vous laisser intimider par de plein, monter par de photoshooting ou par des caméramens. Laissez-moi un peu reformuler ma question. Arrêtez, madame. Allez-y, je vais quand même reformuler ma question. Aujourd'hui, si on va parler des popularités, Fayulu n'est pas quelqu'un à négliger, surtout quand il s'agit de la ville-province de Kinshasa. Une fois que vous consommez ou vous affirmez l'auto-exclusion de Fayulu dans la Mouka, est-ce que Mozito seul pourrait peser sur le plan popularité? Je me sens
je me sens mal de répondre à la question de la popularité. Pourquoi? Parce que je suis de cette école. Parce qu'il faudrait des électeurs quand même, peu importe les idées. Je suis de cette école qui pense. Je suis de cette école qui pense que la vraie politique, ce n'est pas au niveau de la popularité de traîner la foule, mais c'est au niveau de la capacité de donner des idées efficientes pour l'avancement de la République. Et les voix pour les élections. Et je tiens à vous dire, madame, les élections, les différentes séances électorales que nous avons passées en République démocratique du Congo ont démontré que la majorité des Congolais, qu'on appelle la majorité silencieuse, a primé. Il y a plus de 58% de personnes qui n'ont pas voté et qui ne votent pas, mais qui observent la scène politique de loin. Et cette majorité silencieuse connaissent qui est capable de donner une réponse idoine par rapport aux problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devons cesser de nous fuyer par rapport au plein, par rapport à la comédie. Parce que le monsieur que vous êtes en train de citer actuellement, vous êtes rendu compte, les différentes sorties officielles que le monsieur fait, au-delà de danser, au-delà de vendre les ouvrages, il n'y a pas eu de réflexion idoine pour la constitution de la République. Et moi, je pense que s'il faille s'atteler sur ça, c'est une comédie. Et pourquoi c'est tardif du coup? Cette éveil tardive, écoutez, nous sommes de ceux qui pensent que la voix de la majorité, nous sommes de ceux qui pensent que la voix de la majorité devait primer. Et nous nous sommes comportés comme des nationalistes lorsque les autres, les poids lourds de la politique congolaise, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Matungulu et tant d'autres, ils ont quitté la Mouka pour rejoindre Union dite sacrée. C'était parce qu'ils étaient dans le besoin. Il n'y a eu personne qui les a interdits. C'est-à-dire, nous également, si on avait cette ambition de pouvoir rejoindre Félix Tshisekedi Tshilombo, on l'aurait fait. Mais nous avons accepté, rester au sein de la Mouka parce que nous avons cru au combat. Et ce combat, malheureusement, ça commence à se faire piétiner par un monsieur qui ne sait pas que le combat politique a des étapes bien déterminées. Nous sommes pendant une période de combat, de réforme, pour avoir de bonnes élections. Nous ne pouvons pas confondre avec la période des alliances. Parce que pendant la période électorale, nous pouvons aller dans une période des alliances où nous allons nous ouvrir par rapport au programme, par rapport au projet de société, par rapport à notre vision pour la construction de ces pays, tisser des alliances avec qui que ce soit. Mais maintenant, nous devons combattre les gens qui planifie la tricherie, la fraude électorale en 2023. Mais malheureusement, sur base de ces combats, nous avons constaté que M. Fayoulou a failli. Voilà. Voilà, vous avez donc compris, fidèles amis téléspectateurs, à la question quel est l'avenir politique de la Mouka. Vous avez suivi l'intervention de notre invité et vous êtes certainement répondu. Alors, je vais vous poser une toute dernière question. Il y a une certaine opinion qui pense que Mozito se range déjà du côté de l'Union sacrée, vu ses relations maintenant avec Fayoulou et ses récentes interventions médiatiques. Qu'en pensez-vous? Nous sommes en démocratie, la liberté de l'expression ou la liberté de penser est garantie par la constitution de la RDC. Libre à eux. Mais je profite de votre micro pour mettre en garde certains acolytes de M. Fayoulou, et qui par ailleurs ne se retrouvent même pas au sein de la Mouka. Je cite Nico Mayengele, Prince Mpengue. Bon, il y a aussi une dame là, Chantal Moboni. Au fait, on va se limiter là. Non, permettez-moi. Quoi concrètement? Parce qui utilise les différentes chaînes pour insulter, saper la personnalité de notre leader, Adolphe Mozito. Nous le mettons en garde. Il s'avertue de cette expression facile d'insulte. Ce n'est pas que nous sommes incapables d'insulter. Nous pouvons aussi utiliser les mêmes méthodes pour lancer le message. Non, nous profitons de votre chaîne parce que la chaîne Singi est très suivie. Et j'ose croire que ces différentes personnes que je viens de citer tantôt suivront cette émission. Nous le mettons en garde. Nous ne sommes pas éduqués de la même manière sur le plan politique pour insulter X ou Y. Mais lorsqu'ils vont se répéter, soyez sûrs que nous allons étudier les mêmes armes non conventionnelles pour leur faire comprendre que Mouzitou, il a accepté
l'inacceptable d'être aux côtés de Fayoulou. Parce que Fayoulou ne représente rien sur l'échiquier national en termes intellectuels et en termes de production des idées pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Ça sent les torchons filés dans alors, la mouka. À ce qui concerne l'opinion qui pense que nous sommes actuellement derrière Félix Tshisekedi Tshilombo, je dirais que nous sommes en démocratie, comme j'avais dit dès l'entame de mes propos, avant la mise en garde, que nous sommes en démocratie, tout le monde peut réfléchir de sa manière, mais le plus important ici, c'est qu'est-ce que l'acteur politique Moussetou fait ou préconise pour la construction de la République démocratique du Congo. Lorsque les autres sont aux États-Unis en train de vendre les livres, en train de danser, en train de plairer, nous sommes au Grand Bandundu, à l'arrière-pays, au Congo profond, pour palper les difficultés, afin de profiner un programme. Lorsque nous serons dans la gouvernance, nous puissions implémenter ça. C'est ainsi que nous pensons, si seulement on avait besoin d'aller à l'Union sacrée, soyez sûrs que je passerai ici à la télévision humblement pour dire que je communique pour le compte de l'Union sacrée. Je ne tirerai pas sur la mauvaise gouvernance que Félix Tshisekedi Tshilombo est en train d'incarner. Si nous continuons avec cette liberté d'expression, d'être dur face au régime en place, c'est simplement parce que nous pensons que le régime en place n'est pas à mesure de répondre aux desiderata du peuple congolais. Et par voie de conséquence, nous devons parler au nom du peuple, relayer le besoin du peuple pour que, tant soit peu, ceux qui sont en train de gérer le pays contre la volonté du peuple sachent que en 2023, il y aura un devoir de redevabilité pour que certains se représentent dans tous les échelons électoraux. C'est ainsi que je dirais, il ne sert à rien de pouvoir souscrire à cette campagne de diabolisation que les différents haineux qui sont en train de user pour salir la personne d'Adolphe Moussetou ensemble avec son parti politique. Parce que si on avait besoin de cela, soyez sûrs que nous allions le dire par une conférence de presse ou un point de presse, humblement que nous quittons la Mouka pour aller à l'Union sacrée. Mais aussi, tenez ce que je vous dis, Adolphe Moussetou se représentera au niveau de la présidence et il va gagner ces élections et nous allons changer le paradigme de la gestion de la chose publique. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À la fin. C'est moi qui vous remercie beaucoup de cette expression que vous m'avez accordée, de pouvoir analyser sans pince ni rire les questions qui touchent au bon fonctionnement de la République, mais également démontrer que Adolphe Moussetou, il est le leader qui incarne la vision pour le redressement de la RDC, pour une gestion orthodoxe et parcimonie de la chose publique. Le peuple congolais doit continuer à lui faire confiance parce que nous approchons pendant la séance électorale. Leur confiance à leur leader sera encore voulu pendant cette séance pour que ces derniers puissent représenter la République démocratique du Congo d'une manière, représenter le peuple congolais au niveau de la présidence de la République pour une gestion, comme je le disais, parcimonie. Voilà, merci beaucoup à vous, fidèles amis téléspectateurs. Vous êtes certainement donné vous-même la réponse quant à l'avenir politique de la Mouka. Vous avez suivi avec attention notre intervenant. J'ai dit comme ça, merci à toute cette grande équipe technique qui nous a tenu compagnie ces matins. Isaac Kourangi, merci d'être là. Jocelyne Alangui également, merci à toi. Merci à Gloire Louleko. Merci également à la grande envergure. Elle, c'est Sarah Metaka Bengele, une figure très montante dans la chronique politique. Si vous voulez suivre cette émission en rediffusion, suivez-la chaque dimanche à partir des 10h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end chez vous.